En se plongeant dans le rapport d'UNIA sur les discriminations avec notamment une augmentation surprenante, peut-être inattendue, bonjour Lou Denolf, de certains critères de discrimination. Bonsoir. Alors on va peut-être commencer avec ce chiffre qui est un chiffre plus général, qui est un chiffre sur le nombre de signalements et le nombre de dossiers qui ont été ouverts. Alors en 2018, on a enregistré UNIA a enregistré 7489 signalements, c'est une augmentation de 13,5% par rapport à 2017, mais quasiment 50% par rapport à 2013, donc il y a 5 ans. Et 2192 dossiers ont été ouverts, soit 8% de plus qu'en 2017, mais quasiment 30% de plus qu'en 2013, donc il y a 5 ans. Il y a de plus en plus, Lou Denolf, de personnes qui font appel à vous. Est-ce que pour autant, ça veut dire que les discriminations augmentent en Belgique francophone? Alors non, en Belgique. Comme vous le dites, il y a de plus en plus de gens qui font appel à UNIA. C'est parce qu'ils se rendent compte que la discrimination, l'inégalité n'est plus de ce temps-ci. Donc ils n'acceptent plus, ils se rendent compte que la législation elle est bien là et qu'elle est d'application. Et ça explique aussi pourquoi certains critères pour lesquels on est un peu moins connu sont maintenant en augmentation, parce que ce n'est pas uniquement les critères raciaux, c'est d'autres critères, il y en a 19 en tout. Et donc, les gens nous appellent, font appel au 0800, ils vont sur notre site pour faire une déclaration. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de racisme ou plus d'intolérance. Ce sont les gens qui font appel à nous. La visibilité et la sensibilité à ce type de questions est beaucoup plus forte aujourd'hui. Et effectivement, vous parliez des critères. Donc, c'est vrai que pendant très longtemps, c'était surtout le critère racial ou d'origine qui était mis en avant. C'est toujours le premier d'ailleurs. Et ça reste le premier. Mais il y a des critères qui sont en forte augmentation et on peut d'ailleurs les voir aussi. Donc, en l'occurrence, il s'agit de la fortune, de l'état de santé et du handicap. Handicap qui est le deuxième maintenant, donc c'est quand même beaucoup de dossiers en tout, que ce soit à l'emploi, au niveau du travail, à l'enseignement, ou même des biens et services. Et les biens et services, c'est par exemple le logement ou le transport. Donc, donc ce sont des critères qui sont effectivement liés à un certain domaine dans lesquels les discriminations se manifestent. Mais le handicap, on le trouve un peu partout, alors que par exemple la fortune, on le trouve uniquement à peu près au niveau du logement. Donc ça dépend un peu les domaines, donc l'enseignement, le travail, ou alors le critères raciaux, critères handicap et ainsi de suite. C'est ça. Et le handicap traverse tout. Qu'est-ce qui fait que ces critères-là ont tellement augmenté? Prenons le handicap, par exemple. Est-ce que les services, les biens et les services, les bureaux, les écoles n'ont pas encore pris suffisamment la mesure de l'importance d'aménager des espaces pour l'accessibilité? Alors en juillet, ça fera 10 ans qu'il y a la ratification de l'ONU en Belgique, que donc il faut travailler vers une société inclusive au niveau de l'emploi, au niveau de l'enseignement. Et donc il y a cette législation qui est de plus en plus connue et les gens font appel à cette législation pour faire connaître leurs droits, pour les faire valoir. Et donc, c'est notamment, elle implique que les personnes qui présentent un handicap puissent bénéficier d'aménagements qui leur permettent d'avoir accès à toute une série de services. Et voilà, ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Tout à fait. C'est des aménagements raisonnables. Il faut qu'on fasse une espèce de check. Est-ce qu'on peut accueillir dans de telles situations des personnes au niveau du travail? Est-ce que, par exemple, il faut un interprète pour les personnes sourdes? Est-ce qu'il y a une rampe d'accès? Toutes les petites choses qui peuvent accompagner la personne avec handicap pour que finalement elle puisse exercer son métier comme il se doit. Au niveau de l'enseignement, c'est pour faire des aménagements pour des personnes par exemple, avec de l'autisme, avec des personnes qui ont des troubles visuels, mais pour juste faire en sorte que ces personnes soient accompagnées. Avec une petite aide, des fois, on peut faire des miracles. Et donc ça, c'est des exemples de dossiers qui ont été ouverts chez nous, de motifs de plainte qui vous ont été adressés, ce que vous venez de citer. Par exemple, des gens qui ont un chien d'assistance, qui se voient refuser l'accès dans un parc animalier, parce qu'on ne peut pas être accompagné d'un chien, mais un chien d'assistance, c'est autre chose. Ça détermine l'autonomie de la personne avec un handicap. Alors, qu'en est-il de l'état de santé ? L'état de santé, on le trouve surtout au niveau de l'emploi aussi. Donc des personnes qui ont des burn-out, des personnes qui ont eu un accident, des maladies, un cancer, le sida, et que du coup ils se font licencier ou qu'ils soient refusés carrément des entretiens d'embauche.
et donc, ou se font harceler au travail. Ça peut être sur différentes phases à l'emploi. Est-ce qu'il y a un biais de genre aussi qui intervient? Dans les chiffres que vous donnez, on voit notamment que les femmes sont particulièrement exposées à ce type de discrimination. Alors, au niveau du sexisme, on n'est pas compétent. Par contre, donc, toutes les maladies, que ce soit homme-femme, peu importe au fait le genre, c'est quand on est atteint d'une maladie, on peut faire aussi objet de discrimination. Et donc, que ce soit homme-femme, peu importe la maladie, ce n'est pas une raison pour être licencié ou pour être refusé à l'embauche. Et alors, on parlait de la fortune, et effectivement, ça concerne en particulier ce domaine du logement. C'est-à-dire que des personnes peuvent se voir, par exemple, refuser des logements en fonction du montant de leurs revenus. Alors, ce n'est pas forcément le montant, c'est l'origine de la fortune qui est souvent un critère de discrimination. Donc, par exemple, des indemnités de la mutuelle, quand on a des revenus du CPS, et que du coup, on refuse les personnes qui ont, par exemple, qui n'ont pas un CDI. Et donc, on ne va pas louer des personnes qui n'ont pas un contrat de travail de plus de X années, un CDI, des revenus. On peut faire un check au niveau de la solvabilité, mais on ne peut pas d'office refuser des gens parce qu'ils ont des revenus autres qu'un CDI. Et donc, c'est là-dessus que les personnes font appel à nous aussi, parce que du coup, ils n'ont pas de logement alors que c'est un droit humain fondamental. Alors, peut-être toute dernière chose, je vous fais des recommandations aussi. Il y en a une qui s'adresse notamment à la STIP, et ça concerne encore une fois le critère du handicap. Là aussi, donc, on fait des recommandations, c'est pour prévenir la discrimination. Et donc, par rapport à la STIP, c'était une recommandation pour rendre plus accessibles les transports en commun. Quand on voyage à Bruxelles, on se rend compte que même moi, en tant que jeune parent, j'ai un buggy avec mon enfant. C'est pas aussi facile. Donc, les personnes en chaise se rendent compte aussi et donc font des signalements. Et nous, après que ces signalements avec les histoires que les gens nous racontent, on va vers la STIB pour les accompagner, pour faire des recommandations, pour rendre plus inclusive toute l'offre du transport en public. Ouais, toute dernière chose, très rapidement, la situation évolue quand même positivement dans ce domaine-là notamment? Tout à fait. On voit qu'on va petit à petit, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, mais donc nous on demande pour que 2030, on ait une Belgique qui soit accessible au niveau de l'handicap, au niveau du transport, au niveau des bâtiments. Merci Le Denolf pour toutes ces précisions. Et donc le rapport est évidemment accessible intégralement sur votre site pour aller plus loin. Et